Donald Trump, Istanbul. Bonjour, ne faites pas de projet, on ne sait jamais. Voici les titres. Espagne et Portugal, la lumière sur une panne bien opaque. Gaza, otages, missiles et autres traditions locales. L'Espagne et le Portugal se sont retrouvés dans le noir le lundi 28 avril dernier, victimes d'une panne électrique d'ampleur nationale qu'on a bien craint qu'elle devienne européenne. Un événement rare, spectaculaire et légèrement inconfortable pour des pays habitués à l'éclairage public, aux plaques à induction, aux machines à oxygène et à l'usage frénétique du téléphone portable. L'incident, survenu en début d'après-midi, a plongé plusieurs grandes villes dans un silence presque respectueux, uniquement troublé par les alarmes de sécurité, les jurons dans les parkings souterrains et ici ou là, quelques cris d'ascenseur restés bloqués entre deux étages. Le tout dans une ambiance souterrainement introspective, mais que je préfère désigner par son vrai nom, bordélique. Parce que les gens, ils ne le disent pas pour pas avoir l'air con, mais ils croient assez facilement que ça y est, que la guerre a franchi les Pyrénées, que les Russes ont lancé la bombe. La durée du blackout a varié selon les régions. En attendant, tout le monde a innové, les restaurants en premier, tartare pour tout le monde, cuisson au regard de braise et glaçons liquides. Alors, trois hypothèses principales circulent aujourd'hui pour expliquer ce blackout. Première possibilité, une cyberattaque. L'idée est séduisante pour qui aime les émissions de débat sur France 5. Quelque part, dans un bunker sibérien, un jeune homme mal rasé, ancien pirate à son propre compte, avant d'être récupéré par Poutine, qui lui a fait le marché simple de la collaboration ou de la mort, un jeune homme donc a décidé de faire tomber tout un réseau électrique occidental pour la grande gloire de la mère patrie et la peur du polonium. Voilà, juste pour le plaisir de lire sur Twitter que l'Espagne a annulé ses programmes de télévision. Nous n'écartons donc pas la piste d'un nihilisme organisé. Deuxième explication, la défaillance technique, c'est-à-dire un câble, un bouton, un fil, une résistance, un plomb, un interrupteur, une vanne, un socket, un sucre, un déviateur, une centrale, un truc, un bidule, en panne. Le type de choses qui s'use, qui chauffe, qui claque et qui entraîne dans sa chute l'électrification de deux États tout entiers. Il va falloir étudier ça de près car si c'est le cas, rien n'empêche que ça se reproduise. Même au XXIe siècle, tout reposerait donc encore sur trois boulons et un fil de terre. C'est terrible, on est bien peu de choses. Troisième scénario, l'erreur humaine. Moins spectaculaire, mais infiniment plus probable. Quelqu'un, quelque part, a peut-être confondu éteindre et allumer, ce qui n'est pas sans rappeler ce qu'on observe parfois au sommet de certaines administrations où mon propre patron a un siège pour s'asseoir. En Espagne comme ailleurs, l'interrupteur n'est pas toujours du bon côté de l'histoire. Les conséquences ont heureusement été davantage sociologiques que tragiques. On a redécouvert le silence, l'ennui et même l'échange verbal. Bon, il y a eu une poignée de morts, mais ça va. C'est pas des gens connus, juste des personnes qui coûtent à la sécurité sociale. Non, vraiment, ça va. L'événement pourrait presque être considéré comme une retraite spirituelle collective, si l'on ne tenait pas compte des frigidaires en panne, des voitures coincées et des télétravailleurs soudainement livrés à eux-mêmes, sans Zoom, sans X, sans rien. Mais bref, l'horreur pure n'a pas eu lieu, la populace s'est mise à penser, certes, mais pas longtemps. Ouf. Le soir, la lumière est revenue, l'Europe du Sud a soufflé, les téléphones sont à nouveau chargés, les enfants rebranchés à leurs tablettes, les parents à leur café Nespresso. Plus de peur que de mal donc. Aujourd'hui, mesdames, histoire d'encore vous faire agréablement remarquer au prochain dîner mondain chez les Martins, surtout si vous n'avez pas un physique facile, je vais tout d'abord vous parler d'un concept dont vous raffolez, les comédies romantiques. Mais les comédies romantiques d'un genre spécial, vous allez voir. Les comédies romantiques, souvent, enfin non tout le temps, c'est deux êtres que tout oppose qui finissent par se découvrir un lien si fort qu'ils deviennent inséparables. Dans les versions françaises des films américains, ils se vouvoient même jusqu'au moment où ils ont baisé, en quel cas ils se mettent à se tutoyer et à faire des trucs sympas à la kermesse ou dans des magasins de vêtements. Mais là n'est pas la question. Il existe en mathématiques des nombres qui vivent à peu de choses près la même chose que les héros des films romantiques.
Sauf qu'ils ne baissent que très peu. Les nombres savent se tenir, même le 69. En mathématiques, donc, il y a ce qu'on appelle des nombres amicaux, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé le stade amoureux pour rentrer dans une relation vraie, mignonne à mort, empreinte de bienveillance et qui plaira sans nul doute à toutes les solitaires à chat qui pleurent en écoutant All by Myself. Oui, les nombres s'entichent parfois d'autres nombres, en tout bien tout honneur évidemment, tels les héros d'un film à l'eau de rose, entretenant une relation unique et mystérieuse. Enfin, pas si mystérieuse que ça, et nous allons le voir tout de suite. Les Martins n'attendent pas. Ils ont dit 20 h, il n'est pas question de se mettre en retard. Alors, qu'est-ce qu'un nombre amical? Eh bien, je vais vous l'expliquer, bande de petites empressées. Deux nombres sont dits amicaux lorsque la somme des diviseurs de l'un, sans compter le nombre lui-même, donne l'autre, et vice-versa. Simple, non? Allez, prenons l'exemple classique que vous pourrez fièrement raconter dans quelques minutes à Ginette Martin, enfin, quand votre mari aura fini de squatter les toilettes et qu'il daignera sortir enfin la Volvo électrique du garage et vous conduire chez vos amis, qui n'en sont pas vraiment, mais comme vous n'en avez pas d'autres, vous acceptez d'aller manger 2 fois l'an chez eux. Bref, un exemple de nombres amicaux, car on vous demandera sans aucun doute un exemple, lorsque vous aurez fini d'exposer la théorie, c'est 220 et 284. Les diviseurs de 220 hors lui-même sont 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 et 110. Si on additionne tout ça, je vous épargne les détails, on obtient 284. Maintenant, prenons les diviseurs de 284. 1, 2, 4, 71 et 142. Additionnés, hop, on tombe sur 220. Ils sont donc littéralement faits l'un pour l'autre, un peu comme Meg Ryan et Tom Hanks dans Vous avez un message. Alors pourquoi les nombres qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des nombres qui s'aiment. Et ils sont plus nombreux que vous le croyez, comme disait Louis XV. Tenez, si vous aimez les grandes histoires d'amour, connaissez-vous celle de 1184 avec 1210? Je ne sais pas si on en a fait un film, mais en tout cas, il y a eu un livre. Enfin, je crois. Les diviseurs de 1184, sans compter 1184 lui-même, donnent une somme de 1210, et les diviseurs de 1210, eux, nous ramènent tout droit à 1184. Ils sont fidèles l'un à l'autre, et cette relation date d'aussi longtemps que les maths existent. On en parlait déjà dans moult repas chez les Martins, antiques. Et si vous aimez les romances plus modernes, 17 296 et 18 416 ne sont pas mal non plus. Mais je doute que vous les reteniez, sauf si l'un des deux est également votre code secret de carte bancaire. Ces nombres ont fasciné bien des cerveaux. Pythagore, que vous avez peut-être croisé dans vos cauchemars de lycée ou lors d'un thé au harem, voyait dans ces nombres amicaux une sorte de relation idéale, équilibrée et réciproque. D'après lui, c'était une illustration de la véritable amitié, celle où chaque partie donne autant qu'elle reçoit sans jamais trahir l'autre. Ça vous plaît ça, hein? En définitive, les nombres amicaux ne vont pas vous faire vibrer comme une déclaration d'amour à la fin d'un film, mais leur lien est tout aussi solide. Ils ne se prennent pas dans les bras, ne se marient pas sous la neige, ne font pas des bruits de succion dégueulasses lorsqu'ils se retrouvent au lit à s'embrasser sur la bouche en suant, mais ils restent ensemble pour l'éternité avec une fidélité que bien des couples leur envieraient. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Rendez-vous bientôt pour un autre mansplaining, mesdames. 1889, Londres, l'époque victorienne. Glorieux siècle de l'histoire où les gens passent leur vie corsetés, les femmes au corps, les hommes au cerveau, et donc sur le point de s'évanouir à la moindre contrariété. On tousse, on pense mourir, on éternue, on rédige son testament. Et surtout, on étouffe sous des montagnes de convenances. Certes, les gens sont tout de même persuadés que leur existence, rythmée par le thé et les discussions sur l'état de l'Empire britannique, relève de l'épopée héroïque, mais ça sent partout la guerre, la naphtaline, le gâteau sec et la faim. Et au sommet de ce joli tas de rien, on trouve la reine Victoria, chorégraphe de ce grand ballet de neurasthénique, transformant tout un empire en une machine parfaitement psychorigide. C'est dans ce cadre étouffant qu'un certain Jérôme K. Jérôme, grand maître de l'humour anglais, débarque avec son roman « 3 hommes dans un bateau », sans parler du chien. Et quel chef-d'œuvre! Le pitch. 3 types, George, Harris et Jérôme lui-même, se disent qu'ils méritent bien un peu de repos. Il faut dire qu'ils sont exténués par leur petite vie morne, remplie de rien. Alors ils s'embarquent pour une croisière sur la Tamise, persuadés de se reconnecter avec la nature. Ah oui, ils prennent aussi un chien, Montmorency, parce qu'il paraît qu'un chien donne de la dignité à un voyage qui en manque cruellement.
Ces trois rigolos, remplis d'une bonne volonté aussi utile qu'une tapette à mouche en plomb, se lancent dans l'aventure. Ils transforment chaque tâche, du simple montage d'une tente au fait de poser une nappe sur de l'herbe, en une épopée qui ferait un beau blockbuster catastrophe chez les Amerlocs s'ils savaient lire. Leur niveau d'efficacité, aux trois angliches, drôlissime, est absolument délicieux. Déjà, au premier chapitre, le narrateur nous prend la main, et la rate qui se dilate, et nous raconte ces mots imaginaires. Hypocondrie, diabète, cancer, descente d'organes, on dirait qu'il a servi d'exemple à un dictionnaire médical. Il revendique son état lamentable, persuadé qu'il cumule absolument tous les maux de la création, et même quelques-uns qu'on n'a pas encore découverts. Puis, il y a Montmorency, ce fox terrier au regard blasé, qui semble être le seul à avoir deux neurones connectés dans cette galère. Il regarde ses maîtres faire n'importe quoi avec une impassibilité presque philosophique, se disant sans doute qu'il n'y a rien à sauver. Et en bon chien qu'il est, il s'applique à semer sa petite part de chaos, histoire de s'assurer un taux d'humiliation constant. Mais ce n'est pas que pour rire. Jérôme K. Jérôme brosse aussi le portrait d'une société qui se croit maligne, mais qui est pathétique au possible. On imagine sans peine qu'à l'époque, le livre n'a pas fait rigoler tout le monde. Dépeindre de la sorte la classe moyenne haute, ce n'était pas tellement souhaitable. Mais J.K. J. l'a fait, et 135 ans plus tard, ça nous permet de nous rendre compte que ce roman n'a absolument pas vieilli, contrairement à l'idée qu'on se fait de l'âge victorien. Le plus fascinant, c'est que tout ce cirque est raconté avec un flegme typiquement anglais, comme si l'échec n'était pas un problème mais un mode de vie. Ce roman est au fond une lettre d'amour à la bêtise humaine. Un rappel que parfois, il vaut mieux échouer avec panache que réussir sans saveur. Vous pouvez vous le procurer en suivant le lien en description. Le 7 octobre 2023, le Hamas a eu une idée de sale con. Pourquoi ne pas attaquer Israël un samedi matin au réveil avec tout ce qu'on a sous la main? Et ça a donné, dans les faits, 1200 morts côté israélien, un nombre de blessés qu'on n'a pas fini de compter et une centaine d'otages emmenés en jogging dans les souterrains de Gaza pour un séjour qui dure toujours pour la plupart d'entre eux, petit déjeuner non compris. Depuis, Israël répond durement. Certains disent de façon disproportionnée, ce qui est un concept intéressant en matière de guerre. Comme si la guerre devait être équitable, réglementée, presque courtoise. On attend presque les cartons jaunes et le VAR. Mais passons. Dernièrement, les choses se sont accélérées. Les frappes israéliennes se sont intensifiées depuis le 25 avril. Pourquoi? Parce que les négociations de cessez-le-feu ont capoté. Le Hamas refuse de déposer les armes et garde finalement les otages au frais, littéralement. Certains sont même utilisés comme boucliers humains, pendant qu'on continue à parler de résistance, parce que c'est plus glamour que la locution « Hamas dégueulasse ». Résistance mon cul, dirais-je, résistance qui n'aurait pas lieu d'être si ses soutiens prenaient un peu la peine de connaître et de comprendre l'histoire. Israël, de son côté, n'a pas apprécié, c'est vrai. Il bombarde donc, c'est son style. Objectif officiel, détruire les infrastructures du Hamas, lesquelles, par un curieux hasard de l'urbanisme, se trouvent souvent sous les hôpitaux, les écoles et les immeubles résidentiels. Bon, à leur décharge, Gaza n'est pas très grand, et les excuses sont faites pour s'en servir. Le nombre de morts côté Gaza grimpe, et pas qu'un peu, des enfants, des civils, des vieillards, des chats, oui, je sais, c'est dur. La situation humanitaire est décrite comme apocalyptique, parce que les superlatifs sont vendeurs, même s'ils ne veulent plus rien dire à force d'être utilisés, mais qui restent tout de même assez proches de la réalité, surtout quand il n'y a plus ni électricité, ni nourriture, ni morphine. Entre-temps, le feuilleton des échanges d'otages a donné lieu à des scènes curieuses, voire comiques il y a quelques semaines. Pour un Israélien libéré, on a libéré entre 30 et 50 Palestiniens. Le Hamas a filmé les otages, leur a fait faire coucou à la caméra, sourire contraint, parfois même un bisou. Certains médias ont applaudi, d'autres ont regardé ça avec malaise, comme hier, lors d'un dîner chez mon patron qui vote à l'extrême gauche, mais qui collectionne les tableaux de peintres bruxellois qui ont la cote et un foulard de soie autour du cou. Alors tout ça pose des questions qui fâchent, certes, mais qu'on pourrait tout de même se poser sans risquer d'être crucifié dans les commentaires YouTube. Est-ce qu'un mouvement qui enlève des civils et les exhibe à l'écran est un mouvement de libération? Est-ce que bombarder une ville entière pour récupérer des otages vivants est une tactique efficace voire acceptable? Est-ce qu'on a le droit d'être exaspéré par les deux camps ou faut-il obligatoirement choisir un drapeau à brandir, genre drapeau bariolé, rouge ou noir, blanc et bleu, que sais-je encore? En attendant une réponse, j'ai bien peur que les morts s'accumulent encore, les injonctions morales aussi, et que le monde regarde cette guerre comme une série Netflix à la mise en scène douteuse et aux cliffhangers quotidiens.
Les 7 et 8 juin prochains, je serai au meeting aérien Le Temps des Hélices à La Ferté-Alais, comme l'an dernier. Mais cette fois, avec encore plus d'avions, encore plus de monde et encore moins de chances que je monte dans quoi que ce soit. Non merci. Tout le monde sera dans les airs, sauf moi de nouveau. Je resterai très officiellement au sol, où l'on respire mieux, où l'on ne tombe pas de haut, où l'on ne tombe d'ailleurs que peu, ou alors amoureux, et où les avions font bien leur boulot, passer au-dessus de nos têtes en nous comblant de plaisir et de spectacle. Cette édition 2025 propose un thème autour de l'aviation au cinéma. Il y aura des démonstrations, des reconstitutions, des moteurs qui tournent pour de vrai, pas sur fond vert. Et même et surtout des vieux coucous qu'on se demande comment diable leurs boulons tiennent encore. Bref, un bon moment pour les gens qui aiment l'odeur du kérosène, le son des pistons et l'humour des influenceurs qui ne vous permettent pas de vous moquer de moi. J'ai peur, c'est tout. Mais moi, je serai là pour rencontrer ceux qui voudront bien, celles et ceux qui s'arrêtent, qui me reconnaissent ou qui me confondent avec Bruce Willis, bien entendu. Et si vous comptez venir, et franchement, je ne rigole plus, il faut venir, vous trouverez dans la description de ma vidéo un lien avec 15% de réduction sur l'accès complet au site. Pas de supplément émotion ni de taxe carbone. Vous payez votre entrée et vous avez accès à tout. On se voit là-bas les 7 et 8 juin prochains ? Vous en l'air, évidemment, et moi les semelles bien plates sur la terre du même acabit. Promis, on va se marrer. Aujourd'hui, vous allez vous enliser dans votre routine à la con, sans comprendre pourquoi votre vie ressemble à une longue sieste. Vous allez vous lever à pas d'heure et vous coucher un quart d'heure plus tard. Allez, 1 heure, j'exagère. Le temps d'aller aux toilettes et de petit déjeuner. Mais rassurez-vous, vous vous en foutrez complètement. Presque autant que de la guerre au Liban ou du décès de votre vieille voisine. Oui, elle est morte, ça fait 12 jours. Allez voir d'ailleurs, son bichon est en train de la bouffer. Bref, passons les détails. Tant que vous avez un repas dans le frigo et que votre compte en banque vous permet d'aller boire un verre ce soir, tout va bien. La stabilité, c'est votre mantra. En amour, par contre, aujourd'hui, espérez tomber sur un amateur ou une amatrice de slip sale. C'est le mieux que vous ayez à faire.